Si tu as déjà ressenti ce frisson glacé qui traverse ton corps au moment où quelqu'un te dit quelque chose de gentil, cette tension qui monte dans ta poitrine quand on te propose de l'aide, ce réflexe automatique de recul quand quelqu'un s'approche trop près de ton espace intérieur, alors tu connais intimement ce que Jung appelait le langage silencieux de la psyché traumatisée. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est quelque chose de bien plus profond, bien plus ancien, bien plus intelligent que ce que la conscience ordinaire peut comprendre. C'est un système de protection qui s'est construit dans les profondeurs de ton inconscient, cellule après cellule, expérience après expérience, trahison après trahison. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va transformer à jamais la façon dont tu comprends cette méfiance qui t'habite, cette distance que tu maintiens, cette difficulté à faire confiance qui te fait sentir si différent des autres, si isolé dans ta propre forteresse psychologique. La méfiance n'est pas un problème à résoudre, c'est un message à déchiffrer. Jung a passé des décennies à explorer les méandres de la psyché humaine, et ce qu'il a découvert sur la méfiance va bien au-delà de ce que la psychologie populaire ose admettre. Il ne s'agit pas simplement d'un trait de personnalité ou d'une mauvaise habitude relationnelle qu'il faudrait corriger avec de la pensée positive ou des affirmations quotidiennes. La méfiance est un complexe autonome, une entité psychologique qui possède sa propre logique, sa propre intelligence, sa propre raison d'être. Elle est née dans un moment où ton psychisme infantile n'avait pas d'autre choix que de créer cette barrière invisible pour survivre émotionnellement. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un en qui tu avais placé toute ta confiance. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, imprévisible, où la chaleur d'un instant pouvait se transformer en froideur l'instant d'après. Peut-être as-tu appris très tôt que montrer ta vulnérabilité, c'était offrir à l'autre une arme pour te blesser. Et ton inconscient, dans sa sagesse primitive, a décidé que plus jamais tu ne serais pris au dépourvu. Plus jamais tu ne laisserais quelqu'un s'approcher suffisamment pour te détruire. Cette méfiance est devenue ton armure, ton bouclier, ta prison dorée. Mais voici ce que peu de gens comprennent, et ce que Jung, Freud, Adler et les neurosciences modernes confirment avec une clarté bouleversante. Cette méfiance que tu portes n'est pas seulement dirigée vers les autres. Elle est aussi, et peut-être surtout, dirigée vers toi-même. C'est une méfiance envers ta propre capacité à supporter la douleur, à survivre à une nouvelle trahison, à te relever après une nouvelle chute. C'est une méfiance envers ta vulnérabilité, cette partie de toi qui désire profondément la connexion humaine, mais qui a trop peur d'être à nouveau détruite. Et cette révélation va te libérer d'une façon que tu ne peux pas encore imaginer. Parce que comprendre le mécanisme psychologique derrière la méfiance, c'est reprendre le pouvoir sur quelque chose qui te contrôlait inconsciemment. C'est passer de la réaction automatique à la réponse consciente. C'est transformer une blessure en sagesse, une faiblesse apparente en force profonde, une prison en porte vers l'individuation. Reste avec moi, parce que ce voyage dans les profondeurs de ta psyché va te révéler des vérités que tu as toujours senties, mais que tu n'as jamais pu nommer. La méfiance commence toujours par une sensation corporelle avant de devenir une pensée consciente. C'est un serrement dans l'estomac, une tension dans les épaules, une vigilance soudaine dans le regard, un recul presque imperceptible du corps quand quelqu'un franchit une frontière invisible que toi seul peux sentir. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que ton système nerveux autonome détecte le danger relationnel bien avant que ton cortex préfrontal ait eu le temps d'analyser rationnellement la situation. Ton nerf vague, cette autoroute de communication entre ton cerveau et ton corps, est constamment en train de scanner l'environnement à la recherche de signaux de sécurité ou de menaces. Et quand il détecte quelque chose qui ressemble, même de loin, à un pattern de trahison passé, il active immédiatement un état de mobilisation défensive. Tu te retrouves alors dans ce que Porges appelle l'état sympathique, où tout ton être est prêt à fuir ou à combattre, même si la personne en face de toi n'a fait que te proposer un café ou te demander comment tu vas vraiment. Ce n'est pas de la paranoïa,
C'est une mémoire somatique, une empreinte traumatique gravée dans les fibres mêmes de ton système nerveux. Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialisé dans l'étude de l'amygdale et des circuits de la peur, a passé sa carrière à comprendre pourquoi certaines expériences traumatiques créent des réactions émotionnelles qui semblent irrationnelles, mais qui sont en réalité parfaitement logiques pour un cerveau qui a appris à associer la proximité émotionnelle avec la douleur. Ton amygdale, cette petite structure en forme d'amande nichée au cœur de ton cerveau limbique, stocke les souvenirs émotionnels avec une précision redoutable. Elle ne se souvient pas des détails factuels comme le fait ton hippocampe, mais elle se souvient de la qualité émotionnelle de l'expérience, de l'intensité de la peur, de la profondeur de la trahison. Et quand quelque chose dans le présent active ce souvenir émotionnel, même de façon subtile, ton amygdale déclenche une cascade de réactions physiologiques avant même que tu aies conscience de ce qui se passe. Jung comprenait cela intuitivement quand il parlait des complexes autonomes, ces noyaux psychiques chargés émotionnellement qui fonctionnent comme des sous-personnalités indépendantes. Ton complexe de méfiance n'attend pas ta permission pour s'activer. Il a sa propre vie, sa propre logique, sa propre mission de protection. Il a été créé dans un moment de vulnérabilité extrême et il a juré de ne jamais te laisser revivre cette douleur. Il est comme un gardien féroce qui ne dort jamais, qui surveille chaque geste, chaque mot, chaque micro-expression de ceux qui t'entourent, cherchant désespérément les signaux d'alerte qui confirmeraient que oui, encore une fois, tu allais être trahi. Ce gardien n'est pas ton ennemi. Il est né pour te sauver. Mais il est devenu tellement puissant qu'il te sauve, maintenant même des connexions authentiques, même de l'amour véritable, même des relations qui pourraient te guérir. Il ne peut pas faire la différence entre un danger réel et un danger imaginé, entre une menace actuelle et un fantôme du passé. Pense à ce système d'alarme comme à un détecteur de fumée hypersensible qui se déclenche même quand tu fais griller du pain. Il fait son travail, mais il le fait de façon tellement excessive qu'il crée plus de chaos que de sécurité. Ta méfiance est exactement comme ça. Elle a été calibrée dans un environnement où le danger était réel, constant, imprévisible. Maintenant, même si tu es dans un environnement relativement sûr, même si les personnes autour de toi sont dignes de confiance, ton système d'alarme continue de hurler parce qu'il n'a jamais été recalibré. Les recherches de Richard Davidson sur la neuroplasticité émotionnelle montrent que ce n'est pas une fatalité. Ton cerveau peut apprendre de nouveaux patterns, ton système nerveux peut se réguler différemment, ton amygdale peut être apprivoisé par un cortex préfrontal qui comprend enfin ce qui se passe. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre d'où vient cette méfiance, quel message elle porte, quelle blessure elle protège. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus troublant sur l'origine de cette méfiance, quelque chose qui touche au cœur même de la psychanalyse freudienne et qui explique pourquoi certaines personnes développent une méfiance pathologique tandis que d'autres, ayant vécu des trahisons similaires, parviennent à maintenir une certaine ouverture relationnelle. La différence réside dans ce que Freud appelait le mécanisme du refoulement et sa conséquence inévitable, la répétition compulsive. Quand une expérience de trahison est trop douloureuse pour être pleinement conscientisée et intégrée, elle est refoulée dans l'inconscient. Mais elle ne disparaît pas pour autant. Au contraire, elle devient encore plus puissante, encore plus active, encore plus déterminante dans ton comportement relationnel. Elle crée ce que Freud appelait une compulsion de répétition, cette tendance mystérieuse à recréer inconsciemment les mêmes dynamiques relationnelles douloureuses, encore et encore, comme si ton psychisme cherchait désespérément à maîtriser un traumatisme qu'il n'a jamais pu digérer. Ta méfiance actuelle n'est pas simplement une réaction au présent, c'est une projection du passé sur l'écran du présent. C'est là que le concept freudien de projection prend tout son sens. Tu ne vois pas les gens tels qu'ils sont réellement. Tu vois à travers eux les fantômes de ceux qui t'ont trahi. Chaque nouvelle personne qui entre dans ta vie est inconsciemment suspectée de porter les mêmes intentions malveillantes, les mêmes capacités de trahison, les mêmes patterns de déception que celles qui t'ont blessé dans le passé.
Antonio Damasio, dans ses recherches révolutionnaires sur les marqueurs somatiques, a démontré que ton cerveau utilise les émotions passées pour guider tes décisions présentes. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, ton cerveau ne part pas d'une page blanche. Il active immédiatement tous les marqueurs émotionnels associés aux expériences relationnelles passées. Si ces expériences ont été majoritairement négatives, si elles ont été marquées par la trahison, la déception, l'abandon, alors ton cerveau te signale automatiquement « danger, méfie-toi, ne t'approche pas trop ». Ce processus est tellement automatique, tellement inconscient, tellement rapide, que tu as l'impression que ta méfiance est une intuition légitime, une perception claire de la réalité. Mais en réalité, c'est souvent une distorsion perceptuelle créée par le refoulement. Tu ne fais pas confiance aux autres parce que profondément, tu n'as jamais pu faire le deuil de la confiance perdue. Tu n'as jamais pu pleurer pleinement la trahison vécue. Tu n'as jamais pu exprimer la rage, la tristesse, le désespoir qui accompagnait cette expérience de déchirement psychologique. Alors, tout cela reste coincé dans ton inconscient, créant des filtres perceptuels qui colorent chaque nouvelle interaction d'une teinte de suspicion. Freud disait que l'inconscient ne connaît pas le temps. Pour ton inconscient traumatisé, la trahison d'il y a 10 ans est aussi présente, aussi réelle, aussi menaçante que si elle s'était produite hier. Et tant que cette blessure n'est pas conscientisée, tant que ce traumatisme n'est pas métabolisé, tant que cette douleur n'est pas pleinement ressentie et intégrée, tu continueras à projeter sur les autres la dangerosité de celui ou celle qui t'a trahi. Mais voici ce qui est vraiment bouleversant, et ce que Boris Cyrulnik a si brillamment exploré dans ses travaux sur le trauma et la résilience. Ta méfiance n'est pas simplement une réaction à ce qui t'est arrivé, c'est aussi une protection de l'enfant intérieur qui vit encore en toi. Cet enfant qui a été trahi, qui a été abandonné, qui a été déçu, qui a appris que l'amour pouvait faire mal autant qu'il pouvait réconforter. Cet enfant n'a jamais grandi émotionnellement. Il est resté figé dans le temps, prisonnier du moment de la trahison. Et ta méfiance adulte est en fait la voix de cet enfant qui crie « Ne me fais plus jamais mal, ne me laisse plus jamais vulnérable, ne me donne plus jamais l'espoir que quelqu'un pourrait vraiment m'aimer sans me détruire ». Ta méfiance est un acte d'amour envers cet enfant intérieur terrifié. C'est ta façon de lui dire « Je te protège ». Je ne laisserai personne s'approcher suffisamment pour te faire ce qu'on t'a déjà fait. C'est tragiquement beau et profondément limitant en même temps. Attends de comprendre ce qu'Adler a révélé sur le sentiment d'infériorité caché derrière la méfiance, parce que c'est là que la compréhension devient vraiment révolutionnaire. Alfred Adler, souvent considéré comme le 3e pilier de la psychologie des profondeurs, aux côtés de Freud et Jung, a développé une théorie qui éclaire d'une lumière totalement différente le phénomène de la méfiance. Pour Adler, tout comportement humain est motivé par une lutte pour surmonter un sentiment d'infériorité et atteindre une forme de supériorité ou de complétude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement le mouvement naturel de la psyché vers la croissance, vers la maîtrise, vers le sentiment d'être suffisant. Mais quand ce mouvement est entravé par des expériences traumatiques, quand l'enfant développe un sentiment d'infériorité trop intense, parce qu'il a été constamment rabaissé, humilié ou trahi, il développe ce qu'Adler appelait des stratégies de compensation névrotique. La méfiance, dans cette perspective adlérienne, est une stratégie de compensation pour un sentiment d'infériorité profondément enfoui. Se méfier des autres, c'est une façon de reprendre du pouvoir dans un monde où tu t'es senti impuissant. C'est une façon de te dire « Je ne serai plus jamais la victime naïve, je serai celui qui voit venir le danger, celui qui ne se laisse pas avoir, celui qui contrôle la situation en gardant toujours une distance de sécurité. » Tu transformes ta vulnérabilité blessée en vigilance supérieure. Tu transformes ton sentiment d'avoir été inférieur, d'avoir été celui qu'on pouvait trahir sans conséquence, en une posture de supériorité froide. Maintenant, c'est moi qui décide qui entre et qui reste dehors. C'est moi qui contrôle le degré d'intimité. C'est moi qui ai le pouvoir de rejeter avant d'être rejeté. Lisa Feldman Barrett, dans ses recherches sur la construction prédictive des émotions,
explique que ton cerveau est constamment en train de faire des prédictions sur ce qui va se passer, basées sur ton expérience passée. Si ton expérience passée t'a appris que faire confiance mène à la trahison, ton cerveau va prédire la trahison dans chaque nouvelle situation relationnelle, et il va interpréter chaque ambiguïté comme une confirmation de cette prédiction. Adler parlait de finalité fictive, cette idée que nous sommes guidés par des buts inconscients qui ne sont pas nécessairement rationnels ou réalistes, mais qui donnent une direction à notre comportement. Ta finalité fictive pourrait être quelque chose comme « si je ne fais jamais confiance complètement, je ne serai jamais complètement détruit ». C'est logique dans son propre système, mais c'est aussi profondément limitant parce que ça t'empêche d'accéder à la profondeur relationnelle que tu désires secrètement. Tu crées une prophétie autoréalisatrice. Tu te méfies des autres, ils sentent cette méfiance. Ils se retirent ou deviennent défensifs, et leur retrait confirme ta croyance initiale que les gens ne sont pas dignes de confiance. Tu ne vois pas que c'est ta propre méfiance qui a créé la distance que tu interprètes maintenant comme une preuve de leur indignité. Daniel Siegel, dans ses travaux sur l'intégration neuronale et la neurobiologie interpersonnelle, montre que nos cerveaux sont câblés pour la connexion, mais que le trauma crée une désintégration entre différentes parties du cerveau, rendant difficile la régulation émotionnelle et la capacité à faire confiance. Ton besoin de tout contrôler, de toujours rester vigilant, de ne jamais baisser complètement ta garde, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie qui a été brillante à un moment donné, mais qui est devenue obsolète. Adler insistait sur le fait que ces patterns de compensation doivent être compris avec compassion, pas jugés avec sévérité. Tu n'es pas quelqu'un de froid ou de fermé par nature. Tu es quelqu'un qui a développé une architecture psychologique sophistiquée pour protéger quelque chose de précieux en toi, ta capacité à ressentir, à aimer, à espérer. Tu as construit des murs autour de cette capacité parce qu'elle a été trop souvent exploitée, trop souvent piétinée, trop souvent utilisée contre toi. Et maintenant ces murs sont devenus si hauts, si épais, si impénétrables que même toi tu as du mal à accéder à ce jardin intérieur qu'ils sont censés protéger. La méfiance a fait son travail tellement bien qu'elle t'a isolé non seulement des autres, mais aussi de toi-même, de ta propre vulnérabilité, de ta propre capacité à recevoir l'amour. Et c'est là que Jung révèle le véritable noyau psychologique de la méfiance, quelque chose de tellement profond, tellement bouleversant, que ça change complètement la façon dont tu peux te comprendre et te libérer. Jung a découvert que la méfiance envers les autres est souvent, au niveau le plus profond de l'inconscient, une projection de la méfiance envers soi-même. C'est le concept de la sombre qui prend ici toute sa puissance révélatrice. Ta sombre, cette partie de toi que tu as refoulée parce qu'elle était inacceptable pour ta conscience, contient non seulement tes aspects négatifs que tu refuses de voir, mais aussi ta propre capacité de trahison, ton propre potentiel de déception, ta propre ombre relationnelle. Quand tu te méfies intensément de quelqu'un, quand tu es convaincu qu'il va te trahir, qu'il va te décevoir, qu'il va finalement révéler son vrai visage manipulateur, tu projettes souvent sur cette personne quelque chose que tu ne peux pas accepter en toi-même. La méfiance envers l'autre est souvent la méfiance envers soi-même déguisée, projetée à l'extérieur pour ne pas avoir à la regarder en face. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Si tu es obsédé par l'idée que les gens vont te trahir, demande-toi, quelle partie de moi ai-je trahi? Quelle promesse me suis-je faite que je n'ai pas tenue? Quelle partie de mon authenticité ai-je abandonnée pour être acceptée, pour être aimée, pour survivre socialement? Souvent, la plus grande trahison n'est pas celle que les autres t'ont infligée, mais celle que tu t'es infligée à toi-même en renonçant à ta vérité, en étouffant ta voix intérieure, en acceptant des relations qui ne nourrissaient pas ton âme simplement parce que tu avais trop peur de la solitude. Le traître extérieur que tu crains est souvent le miroir du traître intérieur que tu refuses de voir, cette partie de toi qui a abandonné ton enfant intérieur, qui a ignoré tes besoins profonds,
qui a choisi la sécurité superficielle plutôt que l'authenticité risquée. Matthew Lieberman, dans ses recherches pionnières sur les neurosciences sociales, a démontré que notre cerveau traite le rejet social et la trahison émotionnelle dans les mêmes régions qui traitent la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore de dire que la trahison fait mal, c'est une réalité neurologique. Ton cerveau ne fait pas vraiment de différence entre être frappé physiquement et être trahi émotionnellement. Les deux activent le cortex singulaire antérieur dorsal, la région associée à l'expérience de la souffrance. Mais voici ce qui est fascinant. Lieberman a aussi découvert que plus nous sommes conscients de nos propres processus mentaux, plus nous développons ce qu'il appelle la mentalisation, cette capacité à comprendre que les autres ont des états mentaux différents des nôtres, et moins nous prenons personnellement leur comportement. Quand tu comprends que la personne qui t'a trahi agissait probablement à partir de ses propres blessures, de ses propres peurs, de ses propres limitations psychologiques, et non à partir d'une intention malveillante spécifiquement dirigée contre toi, quelque chose se libère. Jung appelait cela l'intégration de la sombre, accepter que nous sommes tous capables de trahison, que nous portons tous en nous le potentiel de blesser l'autre, que la ligne qui sépare le loyal du traître n'est pas aussi claire que notre ego voudrait nous le faire croire. Intégrer ta sombre, c'est accepter ta propre capacité de trahison, ta propre ambiguïté morale, ta propre humanité imparfaite. Et paradoxalement, c'est cette acceptation qui te libère de la projection compulsive. Quand tu peux regarder ta propre ombre en face et dire « Oui, moi aussi je suis capable de décevoir, moi aussi j'ai mes zones d'ombre, moi aussi je ne suis pas toujours à la hauteur de mes idéaux », alors tu n'as plus besoin de voir le traître partout autour de toi. Tu deviens capable de discernement plutôt que de méfiance aveugle. Tu peux voir les gens dans leur complexité réelle plutôt que dans la simplification projetée de tes peurs. Jean-Pierre Changeux, dans ses travaux sur la neurobiologie de la conscience, explore comment la conscience de soi émerge de processus neuronaux complexes et comment cette conscience peut être utilisée pour réguler nos réactions émotionnelles automatiques. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur la méfiance. Elle n'est pas un défaut à éliminer, mais une information à intégrer consciemment. Ton système nerveux te parle. Ton inconscient te guide, ta sombre te révèle ce que ta conscience refuse de voir. La question n'est pas de te débarrasser de ta méfiance, mais de la transformer de réaction inconsciente en sagesse consciente, de protection aveugle en discernement éclairé. C'est le processus d'individuation dont Jung parlait, ce mouvement vers la totalité psychologique qui inclut et intègre toutes les parties de soi, même celles qui semblent contradictoires, même celles qui ont été blessées, même celles qui ont développé des stratégies de survie qui ne servent plus. La méfiance consciente n'est pas la même chose que la méfiance inconsciente et compulsive. La première est un choix, une évaluation, un discernement. La seconde est une prison, une réaction automatique, une limitation de ta capacité à vivre pleinement. Lequel de ces mécanismes inconscients résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience. Parce que c'est dans le partage que nous commençons à voir que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, que notre méfiance n'est pas une anomalie personnelle, mais une réponse humaine, universelle, au traumatisme relationnel. Et maintenant que tu as compris les racines psychologiques profondes de ta méfiance, les mécanismes freudiens du refoulement et de la projection, les stratégies adlériennes de compensation et le concept jungien de la sombre, il est temps d'explorer la dimension purement biologique de cette méfiance, parce que ton corps porte une sagesse que ton esprit conscient ne peut pas toujours percevoir. Stephen Porges a révolutionné notre compréhension de la méfiance en montrant qu'elle n'est pas d'abord un phénomène psychologique, mais un état physiologique du système nerveux autonome. La théorie polyvagale de Porges explique que ton système nerveux a 3 états principaux. L'état ventral vagal de sécurité et de connexion sociale, l'état sympathique de mobilisation et de combat ou fuite, et l'état dorsal vagal d'immobilisation et de dissociation.
Quand tu as vécu des trahisons répétées, des abandons traumatiques, des violations de confiance profonde, ton système nerveux développe ce que Porges appelle une neuroception défectueuse. La neuroception est ce processus inconscient par lequel ton système nerveux évalue constamment si l'environnement est sûr ou dangereux. Ce n'est pas une perception consciente, c'est une détection automatique qui se produit en dessous du seuil de la conscience. Et quand ta neuroception a été conditionnée par le trauma, elle devient hypersensible aux signaux de danger et hyposensible aux signaux de sécurité. Tu ne peux littéralement pas te sentir en sécurité, même quand tu es objectivement en sécurité, parce que ton système nerveux est coincé dans un état de mobilisation défensive chronique. Le nerf vague, cette super autoroute de communication qui relie ton cerveau à la plupart de tes organes internes, détecte le danger avant que ta conscience ne comprenne ce qui se passe. Il scanne le visage des autres, leur prosodie vocale, leurs gestes, leur rythme respiratoire, cherchant des micro-signaux de menace ou de sécurité. Quand quelqu'un s'approche de toi avec une intention d'intimité, ton nerf vague peut interpréter cette proximité comme une menace potentielle basée sur ton histoire traumatique, même si consciemment tu veux cette connexion. Ton corps se contracte, ton cœur s'accélère légèrement, ta respiration devient plus superficielle, tes muscles se préparent à fuir. Tu ressens cette cascade physiologique comme de la méfiance, comme une intuition que quelque chose ne va pas, mais en réalité, c'est ton système nerveux qui rejoue un ancien programme de protection. Porges dit que le trauma nous fait perdre la flexibilité du système nerveux, cette capacité à passer fluidement d'un état à l'autre selon ce que la situation demande. Tu restes coincé dans un état de vigilance, incapable de vraiment te détendre, incapable d'accéder à cet état ventral vagal de connexion sociale authentique. Joseph Ledoux, avec ses décennies de recherche sur l'amygdale et les circuits neuronaux de la peur, a montré pourquoi la méfiance bypasse complètement la raison. L'information sensorielle qui suggère un danger potentiel prend deux chemins dans ton cerveau. Un chemin lent et précis qui passe par le thalamus, puis le cortex pour une analyse rationnelle, et un chemin rapide et approximatif qui va directement du thalamus à l'amygdale. Ce chemin rapide est évolutionnairement ancien, il existe pour te sauver la vie dans les situations de danger immédiat. Le problème, c'est que l'amygdale ne peut pas distinguer entre un danger réel et un danger perçu, entre une menace actuelle et un souvenir traumatique. Elle réagit en millisecondes, déclenchant toute la cascade de la réponse au stress avant que ton cortex préfrontal ait pu dire « Attends, regarde mieux, ce n'est peut-être pas vraiment dangereux ». C'est pour ça que tu peux te sentir instantanément méfiant envers quelqu'un sans pouvoir rationnellement expliquer pourquoi. Ton amygdale a détecté quelque chose, un ton de voix, un regard, un geste qui ressemble de loin à quelque chose qui était dangereux dans ton passé, et elle a appuyé sur le bouton d'alarme. Richard Davidson, pionnier de la recherche sur la neuroplasticité émotionnelle, apporte une note d'espoir cruciale dans ce tableau. Oui, ton cerveau peut changer, ton système nerveux peut se réguler différemment, ton amygdale peut apprendre de nouveaux patterns. La neuroplasticité n'est pas juste un mot à la mode, c'est une réalité biologique profonde. Ton cerveau est constamment en train de se recabler, basé sur ton expérience et sur ton attention consciente. Si tu continues à vivre dans un état de méfiance chronique, à éviter l'intimité, à interpréter chaque ambiguïté comme une menace, tu renforces les circuits neuronaux de la méfiance. Mais si tu commences consciemment à t'exposer à des expériences de sécurité relationnelle, à cultiver des pratiques qui régulent ton système nerveux comme la respiration consciente, la méditation, le mouvement somatique, tu peux littéralement recabler ton cerveau vers plus de flexibilité, plus d'ouverture, plus de capacité à faire confiance sans perdre ton discernement. Davidson a montré que même des adultes qui ont vécu des traumas sévères peuvent développer ce qu'il appelle un style affectif plus résilient à travers des pratiques contemplatives régulières. Daniel Siegel, dans son approche intégrative de la neurobiologie interpersonnelle,
explique que la régulation émotionnelle se développe toujours dans le contexte d'une relation sécurisante. Tu n'as pas pu développer cette capacité enfant parce que tes relations primaires n'étaient pas suffisamment sécurisantes. Mais ce n'est pas fini. Ton cerveau adulte peut encore apprendre à se réguler, mais il a besoin d'expériences correctrices, d'interactions où tu te sens vu, entendu, validé sans être jugé ou abandonné. C'est pour ça que la thérapie peut être si transformatrice. Ce n'est pas juste parler de tes problèmes, c'est vivre une relation où ton système nerveux peut enfin expérimenter qu'il est possible d'être vulnérable sans être détruit, d'être vu dans ta totalité sans être rejeté, de révéler tes peurs sans que l'autre ne les utilise contre toi. Ton corps te protège avec une intelligence millénaire, une sagesse évolutionnaire qui a permis à tes ancêtres de survivre dans des environnements réellement dangereux. Cette méfiance viscérale, cette vigilance constante, ce réflexe de retrait, tout cela a été adaptatif à un moment donné. Le problème n'est pas que tu as ces réactions, c'est qu'elles sont maintenant activées même dans des contextes qui ne le demandent pas. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de l'étendue de ce conditionnement neurobiologique parce que comprendre que ta méfiance a des racines physiologiques profondes te permet de sortir de la culpabilité et de la honte qui accompagnent souvent ce trait. Tu n'es pas faible, tu n'es pas défectueux, tu n'es pas incapable d'intimité. Tu as simplement un système nerveux qui a été entraîné à détecter le danger partout, et maintenant il est temps de le réentraîner progressivement, patiemment, avec compassion. Mais Frankl a découvert quelque chose qui transforme radicalement notre rapport à la méfiance, quelque chose qui nous fait passer du niveau biologique au niveau existentiel, de la survie neurologique au sens spirituel. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a développé la logothérapie basée sur une conviction profonde. L'être humain peut survivre à presque n'importe quelle souffrance, s'il peut y trouver un sens, une signification, un but qui transcende la douleur. Appliqué à la méfiance, l'enseignement de Frankl est bouleversant. La question n'est pas comment éliminer la méfiance, mais quel sens peux-tu donner à cette expérience de méfiance? Comment cette blessure peut-elle servir ton évolution, ton individuation, ton développement de sagesse relationnelle? Frankl disait que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir l'attitude que nous adoptons face à ce qui nous arrive. Tu as été trahi, tu as développé une méfiance profonde, c'est un fait. Mais maintenant, tu peux choisir de voir cette méfiance comme une malédiction qui te limite ou comme une initiation qui te transforme. Tu peux choisir de rester prisonnier de ta blessure ou de laisser cette blessure t'enseigner quelque chose sur la nature humaine, sur la complexité de l'amour, sur la nécessité du discernement, sur la valeur de l'authenticité. Frankl a vu dans les camps de concentration le pire de l'humanité, et pourtant il a aussi vu que ceux qui survivaient psychologiquement n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui pouvaient donner un sens à leur souffrance. Albert Camus, philosophe de l'absurde, offre une perspective complémentaire qui résonne profondément avec l'expérience de la méfiance. Camus disait que la vie est fondamentalement absurde, que nous cherchons du sens dans un univers qui n'en offre pas naturellement, et que c'est précisément cette tension entre notre besoin de sens et l'absence de sens objectif qui définit la condition humaine. Appliqué à la confiance, l'enseignement de Camus est radical. La confiance authentique n'est pas une naïveté qui ignore la possibilité de la trahison. C'est un acte de révolte consciente contre l'absurdité de la condition humaine. Tu sais que tu peux être trahi à nouveau. Tu sais que l'amour ne garantit rien. Tu sais que même les meilleures intentions peuvent mener à la déception. Et pourtant, tu choisis de faire confiance quand même, non pas par aveuglement, mais par révolte existentielle, par affirmation de ta liberté humaine de créer du sens dans un monde absurde. Cette confiance-là n'est pas la confiance naïve de l'enfant qui n'a pas encore été blessé. C'est la confiance lucide
de celui qui a été profondément blessé et qui choisit malgré tout de rester ouvert à la possibilité de la connexion authentique. Sénèque, philosophe stoïcien romain, enseignait une sagesse pratique face aux déceptions humaines qui restent d'une actualité troublante 2000 ans plus tard. Sénèque disait « Attends-toi au pire de la part des humains, et tu ne seras jamais dévasté quand cela arrive. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme philosophique. » C'est comprendre que les êtres humains sont faillibles, limités, prisonniers de leurs propres peurs et désirs. Quand tu places des attentes irréalistes sur les autres, quand tu attends d'eux qu'ils soient parfaitement loyaux, parfaitement présents, parfaitement capables de voir et de nourrir tes besoins, tu te prépares à la déception. Mais quand tu acceptes que chaque être humain, toi y compris, est imparfait, inconstant, capable de décevoir même avec les meilleures intentions, alors tu développes une forme de sagesse stoïque qui te protège sans te fermer. Tu peux faire confiance tout en gardant une conscience lucide de la fragilité humaine. Tu peux t'ouvrir tout en acceptant que cette ouverture comporte toujours un risque. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Attends-toi à être trahi, et tu ne seras jamais détruit par la trahison ». C'est peut-être la phrase la plus libératrice que tu puisses entendre sur la méfiance. Marc Aurèle ne dit pas « ne fais jamais confiance ». Il dit « fais confiance en sachant que la trahison est une possibilité et prépare ton âme à cette possibilité non pas en te fermant, mais en cultivant une force intérieure qui peut supporter la déception sans s'effondrer ». Les stoïciens enseignaient la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement des autres ne dépend pas de toi. Leur loyauté, leur intégrité, leur capacité à tenir leurs engagements, tout cela est hors de ton contrôle. Mais ta réaction face à leur comportement, la façon dont tu interprètes leurs actions, le sens que tu donnes à la trahison quand elle arrive, tout cela dépend entièrement de toi. Tu ne peux pas contrôler si tu seras trahi, mais tu peux contrôler si cette trahison te détruira ou te transformera. Choisir la vulnérabilité malgré tout, c'est un acte de révolte existentielle et de liberté radicale. C'est dire à l'univers absurde « Je sais que tu ne garantis rien. Je sais que l'amour peut faire mal autant qu'il peut guérir. Je sais que la confiance peut mener à la trahison. Mais je refuse de vivre dans une forteresse émotionnelle. Je refuse de laisser ma blessure passée dicter toutes mes relations futures. Je refuse de devenir si protégé que je suis mort vivant, si gardé que je suis prisonnier de mes propres murs. La vulnérabilité consciente n'est pas de la faiblesse. C'est la forme la plus élevée de courage. C'est avoir peur et choisir quand même l'ouverture. C'est avoir été blessé et décider malgré tout de croire encore en la possibilité de la connexion authentique. Cette posture existentielle transforme complètement la méfiance. Elle passe d'une prison involontaire à un choix conscient, d'une réaction automatique à une réponse philosophique, d'une limitation subie à une liberté exercée. Maintenant, Jung révèle comment transformer la méfiance en sagesse relationnelle. Comment passer de la protection aveugle au discernement éclairé. Comment utiliser tout ce chemin parcouru, toute cette compréhension accumulée. Toute cette conscience développée pour créer quelque chose de nouveau, une façon mature de naviguer les relations humaines qui honorent à la fois ta blessure et ton désir de connexion. Jung appelait ce processus l'individuation, ce mouvement vers la totalité psychologique qui n'exclut rien, qui n'élimine rien, mais qui intègre tout, y compris et surtout les parties de nous qui ont été blessées, qui ont développé des mécanismes de défense, qui portent encore les cicatrices du passé. L'individuation appliquée à la méfiance ne signifie pas devenir quelqu'un qui ne se méfie jamais. Ça signifie devenir quelqu'un qui comprend sa méfiance, qui reconnaît d'où elle vient, qui peut dialoguer consciemment avec elle, plutôt que d'être possédé par elle. La vraie confiance n'est pas l'absence de méfiance, mais son intégration consciente dans une vision plus large et plus mature de ce que signifie être en relation. C'est peut-être la vérité la plus libératrice que tu entendras sur ce sujet. Tu n'as pas besoin d'éliminer ta méfiance pour accéder à l'intimité authentique. Tu as besoin de la transformer de réactions inconscientes en informations conscientes. La méfiance consciente te dit « Attention,
Quelque chose ici ressemble à un pattern qui m'a fait mal dans le passé. Je dois regarder plus attentivement. Je dois écouter mon intuition. Je dois vérifier si cette personne est vraiment digne de ma confiance ou si je projette simplement mes peurs passées. C'est du discernement. La méfiance inconsciente te dit « Cette personne va me trahir, c'est certain. Je dois me protéger immédiatement. Je dois garder mes distances. Je ne peux faire confiance à personne. » C'est de la compulsion. La différence entre les deux est énorme, transformative, libératrice. Jung insistait sur le fait que l'intégration de la sombre, l'acceptation de nos propres zones d'ombre, était essentielle pour arrêter de projeter compulsivement sur les autres. Quand tu peux regarder ta propre capacité de trahison, quand tu peux admettre que toi aussi tu as déçu des gens, que toi aussi tu as failli à tes engagements, que toi aussi tu as blessé ceux qui te faisaient confiance, pas nécessairement intentionnellement, mais par tes limitations humaines, alors quelque chose de magique se produit. Tu deviens capable de compassion envers l'humanité imparfaite de l'autre. Tu n'attends plus d'eux qu'ils soient des saints, parfaitement loyaux. Tu peux les voir comme des êtres humains complexes, avec leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres limitations. Et paradoxalement, c'est cette acceptation de l'imperfection humaine qui te permet de faire confiance de façon plus authentique. Parce que ta confiance n'est plus basée sur l'illusion de la perfection, mais sur l'acceptation de la réalité. Boris Cyrulnik, psychiatre français spécialisé dans le trauma et la résilience, a développé un concept magnifique qui s'applique parfaitement à la transformation de la méfiance. La résilience n'est pas le retour à l'état d'avant le trauma, c'est la construction de quelque chose de nouveau à partir du trauma. Tu ne redeviendras jamais la personne naïvement confiante que tu étais avant d'être trahi, si tu ne l'as jamais été. Mais tu peux devenir quelqu'un de plus sage, de plus conscient, de plus capable de discernement, quelqu'un qui a transformé sa blessure en sagesse relationnelle. Cyrulnik parle de la nécessité de créer un récit de sens autour du trauma pour qu'il devienne transformateur plutôt que destructeur. Ton histoire de trahison, ton développement de la méfiance, tout ce parcours peut devenir une histoire de transformation si tu choisis de lui donner ce sens. Tu peux dire « J'ai été trahi, j'ai développé une méfiance profonde et maintenant je suis en train de transformer cette méfiance en discernement, cette blessure en sagesse, cette fermeture en ouverture consciente. » Daniel Siegel parle d'intégration interpersonnelle, cette capacité à maintenir ton sens de toi-même tout en restant ouvert à l'influence de l'autre, à protéger tes frontières tout en permettant la connexion. C'est exactement ce que la méfiance transformée te permet. Tu n'es plus coincé entre deux extrêmes impossibles, entre la fermeture totale qui te protège, mais t'isole, et l'ouverture naïve qui te connecte, mais te rend vulnérable à l'exploitation. Tu trouves un troisième chemin, celui de l'ouverture discernante, de la vulnérabilité consciente, de la confiance progressive basée sur l'observation plutôt que sur la projection. Tu peux t'ouvrir progressivement, tester la sécurité relationnelle, observer comment l'autre répond à ta vulnérabilité, ajuster ton niveau d'ouverture basé sur ce que tu observes réellement plutôt que sur ce que tu crains imaginairement. C'est ce que les thérapeutes appellent l'attachement sécure gagné. Tu ne l'as pas eu naturellement, mais tu l'as construit consciemment à travers la compréhension, la pratique, l'intégration. L'application pratique de tout cela est à la fois simple et profonde. Discernement sans fermeture, ouverture sans naïveté. Tu peux être ouvert à la connexion tout en observant attentivement comment l'autre se comporte réellement. Tu peux partager progressivement plutôt que tout d'un coup. Tu peux tester la fiabilité émotionnelle de l'autre avec de petites vulnérabilités avant de partager tes blessures les plus profondes. Tu peux écouter ton intuition sans la laisser dicter automatiquement. Quand tu sens de la méfiance monter, au lieu de réagir immédiatement en te fermant, tu peux te demander « Est-ce que je réagis à un danger réel dans le présent ou est-ce que je réagis à un souvenir traumatique du passé ?» Cette simple question crée un espace de conscience entre le stimulus et la réponse, un espace où la liberté devient possible, où le choix remplace la compulsion, où la sagesse émerge de la blessure.
Ce voyage intérieur transforme à jamais ta façon d'être en relation, parce que tu n'es plus possédé par ta méfiance, tu n'es plus contrôlé par tes peurs inconscientes, tu n'es plus prisonnier de tes mécanismes de défense automatiques. Tu deviens le gardien conscient de ton monde intérieur, capable de choisir quand ouvrir et quand te protéger, capable de discerner qui mérite vraiment ta confiance et qui ne l'a pas encore gagnée, capable d'être vulnérable sans être naïf, protégé sans être fermé. C'est la liberté psychologique authentique dont Jung parlait. C'est l'individuation qui intègre tout, y compris la méfiance, y compris la blessure, y compris la peur, dans une conscience plus large qui n'est plus dominée par aucune de ses parties, mais qui les contient toutes avec compassion et sagesse. La méfiance t'a protégé quand tu en avais besoin. Maintenant, elle peut t'enseigner. Elle peut devenir une source de discernement plutôt qu'une source d'isolation. Elle peut te guider vers des relations authentiques plutôt que te garder prisonnier de la solitude. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelqu'un qui lutte aussi avec la méfiance. Quelqu'un qui porte le poids invisible de la trahison passée. Quelle phrase t'a le plus marqué dans ce voyage à travers la psychologie de la méfiance? Quelle révélation a créé ce moment de reconnaissance silencieuse où tu t'es dit « Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis ». Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux explorer d'autres dimensions de la psyché humaine avec cette même profondeur, cette même honnêteté, cette même compassion pour la complexité de l'expérience humaine, rejoins notre communauté de membres où nous approfondissons ces thèmes dans des conversations qui transforment vraiment. Parce que comprendre la méfiance n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une façon entièrement nouvelle de naviguer le monde relationnel, une façon qui honore ta blessure sans être définie par elle, qui respecte ta prudence sans être limitée par elle, qui embrasse ta vulnérabilité sans être détruite par elle. La méfiance t'a montré que tu pouvais être blessé. Maintenant, laisse-la te montrer que tu peux aussi guérir, pas en éliminant la cicatrice, mais en la transformant en sagesse, pas en oubliant la trahison, mais en refusant de la laisser écrire le reste de ton histoire. Tu n'es pas condamné à répéter les patterns du passé. Tu n'es pas prisonnier de ta blessure. Tu es un être humain en processus d'individuation, en train de devenir plus entier, plus conscient, plus libre. Et cette méfiance, qui te semblait être ton plus grand obstacle, pourrait bien être, si tu choisis de la transformer plutôt que de la subir, ta porte vers une façon d'aimer plus mature, plus authentique, plus vraie. Une façon d'aimer qui sait que l'amour peut faire mal et qui choisit quand même d'aimer. Une façon de faire confiance qui sait que la confiance peut être trahie et qui choisit quand même, consciemment, sélectivement, progressivement, de faire confiance. C'est la sagesse relationnelle née de la blessure. C'est la liberté gagnée à travers la compréhension. C'est la vie vécue pleinement malgré et à travers la peur.